Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints à notre webinaire sur la thématique MedTech et performance. Donc avant de commencer, on souhaite vous préciser un petit peu ce que c'est la MedTech. Donc MedTech, ça vient de Medical Technology en anglais et ça concerne toutes les technologies qui sont utilisées pour soigner, sauver ou améliorer la vie des patients qui souffrent de diverses pathologies. Et donc, ces MedTech qui rendent la médecine de demain, ça peut être aussi bien des solutions de prise de rendez-vous, des solutions d'automatisation dans l'analyse d'imagerie médicale, ou bien, comme on le verra un petit peu plus tard, des serious games en santé pour le suivi des maladies chroniques. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment combiner performance technique, performance économique et respect des contraintes réglementaires, tout en œuvrant à la meilleure prise en charge des patients. Et pourquoi on veut parler de ça, c'est qu'aujourd'hui, les medtech, on le sait, elles doivent suivre un ensemble de réglementations, aussi bien sur les sujets de dispositifs médicaux marquage CE, RGPD, certification pour l'hébergement de données de santé. Et même si ces réglementations elles sont nécessaires et elles participent à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, derrière aussi, il faut assurer une certaine agilité, un certain time to market, une certaine satisfaction d'expérience des utilisateurs et surtout, in fine, avoir une solution qui soit viable économiquement. Donc, pour parler de ça aujourd'hui, on a l'honneur d'inviter Nicolas Malaval d'AWS et Edouard Gazer de TILAC. Donc, alors, juste pour préciser, vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Et puis maintenant, je vous laisse vous présenter Nicolas et Edouard. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Merci Marine de m'avoir invité. Merci Corail, bien évidemment, aussi de pouvoir partager notre expérience. Donc, je suis cofondateur et directeur général de TILAC Healthcare. À la base, moi, je viens pas du tout du monde de la santé, je viens plutôt du monde du jeu vidéo. Et puis, en 2016, j'ai créé TILAC avec le professeur José Alassel. J'aurai l'occasion d'en parler un tout petit peu plus après. Chez TILAC, ce que je fais, c'est que je dirige la société. Donc, essentiellement, je donne la vision, la stratégie, et puis j'essaie de faire avancer, bien évidemment, les opérations de l'entreprise pour qu'on puisse déployer nos solutions pour aider à suivre le plus possible de patients de manière digitale. Voilà, merci. Et bonjour à tous, moi je suis Nicolas Malaval, je suis architecte solution dans les équipes d'Amazon Web Services en France. Mon rôle, c'est d'aider les clients à concevoir et à optimiser des solutions qui s'appuient sur les services AWS pour qu'eux-mêmes puissent fournir une solution à leurs clients ou aux patients. Merci. Et donc, moi-même, Marina Collat, je suis ingénieure d'affaires chez Corail et en charge du développement de notre entité Corail qui est dédiée au monde de la santé. Pour continuer aussi, peut-être aussi ce serait intéressant de présenter un petit peu votre société, chacun. Donc, je te laisse la main, Edouard. Oui, bien sûr. Pour vous présenter la société, le plus simple, c'est quand même que je vous raconte un peu mon histoire. Comme je le disais en préambule, moi, je viens du monde du jeu vidéo et j'ai été toujours convaincu que le jeu vidéo était un formidable vecteur d'engagement et de rétention pour les utilisateurs et que, au-delà du divertissement, il pouvait être un moyen de potentiellement de faire, d'éduquer, d'informer ou voire même de suivre la pathologie de certains patients. Et en 2016, j'ai rencontré le professeur José Alain Sahel, qui était directeur de l'Institut de la Vision, qui est un peu le pape de l'ophtalmologie en France et qui est maintenant aussi directeur du département d'ophtalmologie à l'université de Pittsburgh aux États-Unis, et qui m'a parlé d'un souci qu'il avait avec le suivi de certains patients atteints de maladies des yeux liées à l'âge. Il cherchait un outil qui puisse lui permettre de savoir ce qui se passait quand le patient n'était pas dans son cabinet, en captant des données à domicile sur son smartphone pour pouvoir déterminer quand on pouvait tout simplement soigner le patient au meilleur moment. Et c'est un peu comme ça que TILAC est né. Donc, ce qu'on fait chez TILAC, c'est des jeux vidéo médicaux validés cliniquement, qui sont des dispositifs médicaux et qui permettent un meilleur suivi ou la réhabilitation de patients atteints de maladies chroniques. Et on a commencé donc avec l'ophtalmologie, avec un premier jeu qui s'appelle OdySight et qui permet le suivi à domicile de la vision en utilisant son smartphone pour renvoyer derrière de la donnée à l'ophtalmo pour savoir si la vision évolue. Et le plus simple, c'est peut-être de montrer comment ça marche avec une petite vidéo qu'on va passer tout de suite. Alors, je vous invite à activer le son du côté des auditeurs. Tout commence avec une prescription de votre ophtalmologiste. Vous recevez par la suite un email avec un code unique. Gardez-le précieusement. Vous devez à présent télécharger l'application OdySight. C'est très simple. Rendez-vous sur l'App Store ou Google Play et tapez OdySight dans la barre de recherche. Lancez l'application et entrez votre code unique.
Les conditions générales d'utilisation apparaissent. Vous devez les lire et les accepter. Bravo! Vous pouvez désormais utiliser l'application. Facile, non? À présent, nous allons faire les premiers tests médicaux ensemble pour calibrer les tests et s'assurer que les exercices vous sont adaptés. Prenons par exemple le test d'acuité visuelle. Mettez-vous à 40 cm de votre écran. Fermez un œil et faites glisser votre doigt. L'application permet également d'évaluer la sensibilité au contraste et propose une grille d'Amsler. Une fois vos tests médicaux terminés, vous pouvez jouer. Retournez sur le menu principal et commencez l'aventure. Voici Iris. Elle vous guidera à travers le jeu. Commencez avec un puzzle. Remettez les pièces du puzzle à leur place pour reformer l'image. Vous êtes prêt à utiliser l'application seule. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire de contact. Asseyez-vous, détendez-vous et amusez-vous. Tilak. Je pense que c'est assez explicite en soi. C'est que le but était vraiment d'avoir une expérience agréable pour l'utilisateur et en même temps d'avoir des données qui allaient permettre aux médecins en temps réel de tout simplement de savoir ce qui se passait avec la vision du patient à domicile. Et donc, il y a une communication qui est envoyée et les données médicales sont envoyées chez le médecin avec des alertes si jamais la vision évolue. Voilà. Très bien, merci. Et donc, côté AWS, donc AWS, c'est un des acteurs majeurs aujourd'hui du cloud computing. Donc, le cloud computing, c'est la mise à disposition de ressources informatiques à la demande et à travers Internet notamment. Et AWS a été pionnier du cloud en lançant ses premiers services en 2006. Et depuis, ça c'était issu de l'expérience qu'avait acquise Amazon sur la gestion de systèmes informatiques à grande échelle. Et depuis Amazon, c'est des millions de clients dans le monde, c'est des dizaines de milliers en France. C'est notamment des acteurs de la santé, des startups, des éditeurs de logiciels, des organismes de soins, etc. Et ils utilisent le cloud parce que ça leur permet d'être plus agiles en ayant une plateforme sous la main sur laquelle ils vont pouvoir utiliser directement. Ça leur permet de passer moins de temps à faire de l'IT, à gérer des data centers, à gérer des salles serveurs, etc. Et donc de passer plus de temps à innover en utilisant des services à forte valeur ajoutée, et ça au service donc des professionnels de santé et des patients. Très bien, merci Nicolas. Et donc, brièvement, Corail, en fait, on fait partie de l'entreprise Pitney Group et on met en œuvre les technologies du digital au service des usages métiers de nos clients et partenaires. Donc, on met en œuvre des applications, des sites, on les intègre, on a une démarche UX, on valorise, on recueille, on exploite la donnée et surtout, et ça va être essentiellement si aujourd'hui, on est hébergeur certifié de données de santé, on héberge des solutions à travers notre cloud, mais aussi le cloud AWS. Donc, tout à l'heure, Edouard, on parlait de la vocation de la MedTech, de réinventer la médecine de demain. Vous, Tilak, qu'est-ce qui vous a motivé à faire votre solution et quelles problématiques vous avez identifiées finalement pour proposer au D-Site? En fait, c'était assez simple. C'est qu'on pense que le digital va vraiment permettre d'optimiser et d'individualiser les parcours de soins. On le voit là, on est 2 sur 3 à porter des lunettes, donc on sait ce que c'est que l'ophtalmologie globalement. Tout le monde doit aller chez son ophtalmo et on sait que pour avoir un rendez-vous chez son ophtalmologiste, il faut 6 mois. Donc quand on est dans des problématiques, sur des maladies où il faut un suivi régulier, c'est extrêmement compliqué. Et donc pour nous, c'était assez évident qu'il fallait qu'on réussisse à créer un outil qui allait permettre de suivre la vision pour alerter des professionnels de santé qui sont de moins en moins nombreux, malheureusement. La moyenne d'âge des ophtalmos, elle est de 53 ans en France. Sur des maladies des yeux liées à l'âge, comme la DMLA ou la rétinopathie diabétique, le suivi est extrêmement important parce que la maladie, malheureusement, elle n'est pas linéaire, elle peut évoluer d'un jour à l'autre. Et donc, il faut savoir quand cette maladie, elle évolue. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le suivi se fait de manière extrêmement protocolaire. Il y a des injections qui permettent de freiner la maladie, mais comme c'est fait de manière protocolaire, on a soit tendance à surinjecter, soit tendance à sous-injecter. Et en gros, le but, à mon avis, des outils digitaux comme les nôtres, c'est de réussir à savoir quand exactement le patient a besoin d'être injecté pour pouvoir optimiser toute la chaîne
toute la chaîne de soins. Et c'est pour ça que nous on a décidé de créer Audisite et Thilac de manière générale. Après la partie jeu, il faut savoir que une thérapie digitale, comme n'importe quelle thérapie, d'ailleurs pas seulement digitale, les autres thérapies aussi, le gros sujet c'est l'observance. Et pour avoir de l'observance, il faut que la personne revienne suffisamment, parce que au final le digital sert pas à grand chose si la personne elle revient pas dans l'application. Donc le jeu est vraiment là pour créer cet engagement, et c'est un peu pour répondre à ces enjeux d'observance et d'optimisation qu'on a créé Audisite. Et qu'aujourd'hui, c'est une solution qui est déployée un peu partout en France, puisqu'on a 300 rétinologues un peu partout sur le territoire qui utilisent la solution pour suivre leurs patients. Voilà. Et justement, quels sont vos clients, quels sont vos utilisateurs finaux pour un peu compléter cette vision? Ouais, ça fonctionne exactement un peu comme en termes de distribution, ça fonctionne un peu comme un médicament. En fait, pour faciliter la distribution de notre produit, on a fait un accord cadre avec Novartis qui copromeut la solution en France auprès des rétinologues. Puis après, les rétinologues, eux, vont prescrire Audisite comme on prescrirait un médicament. Le patient va ensuite télécharger l'application sur son smartphone. Il rentre un code unique qu'il a reçu par SMS quand le médecin a en fait prescrit l'application. Et à ce moment-là, ils sont connectés. Donc en fait, on a plusieurs clients. Le premier, c'est le médecin, parce qu'il y a un tableau de bord sur lequel il reçoit les données et puis de là où il prescrit, si vous voulez, l'application. Et de l'autre côté, le patient qui, lui, joue sur son smartphone pour faire suivre ses données visuelles, ses paramètres visuels. Très bien. Et donc, ces utilisateurs et ces clients, ces prescripteurs, aujourd'hui, quelles sont leurs exigences, quelles sont leurs attentes vis-à-vis de votre solution? On a à la fois les patients et les médecins sont quand même extrêmement, et à juste titre, prudents par rapport au digital, par rapport aux données de santé. Nous, on est un dispositif médical, donc on doit suivre certaines règles, une réglementation très stricte de gestion, bien évidemment, des données de santé, mais pas seulement. On doit aussi s'assurer que notre produit est sans risque, que notre produit suit encore une fois des normes qui sont imposées à tous les dispositifs médicaux. Parce que le médecin engage quand même, sa responsabilité médico-légale quand il prescrit quelque chose, et deux, le patient, lui, veut être sûr que ces données sont bien protégées et ne sont accessibles que par un médecin. Et c'est cet enjeu-là c'est ces enjeux-là qui nous obligent à être extrêmement rigoureux dans le choix, bien évidemment, de nos partenaires, mais aussi dans le choix de la manière dont on va traiter nos données, et puis la manière dont on va créer notre produit. Voilà. Et justement, vous parlez de vos partenaires. Donc, vous avez plusieurs partenaires technologiques, des partenaires comme nous de conseil et d'accompagnement. Mais aujourd'hui, comment vous avez choisi vos partenaires? Par exemple, pourquoi vous avez choisi de vous mettre en relation avec AWS? Alors, nous, c'est assez simple. C'est comme on était un dispositif médical, on voulait absolument, il faut que les données, elles soient stockées sur des serveurs HDS. Il faut que les données soient traitées et manipulées par des gens qui ont l'agrément. Et puis surtout, nous, on avait une logique aussi de scalabilité. Enfin, on a choisi on va certainement revenir dessus, mais on a choisi le cloud computing pour ça. Nicolas va certainement en parler un petit peu. C'est que ça permet à des sociétés comme les nôtres, qui sont des jeunes startups avec finalement peu de ressources. On n'a pas autant d'ingénieurs qu'AWS. Et ça permet à des sociétés comme nous d'avoir déjà des architectures qui sont prêtes à scaler et qui sont aux normes très rigoureuses qui nous sont imposées quand nous sommes une entreprise de dispositifs médicaux. Et de l'autre côté aussi, on a choisi aussi Corail parce que ça nous permettait de mieux comprendre, d'adapter nos besoins à l'infrastructure AWS et de faire cette veille technologique. Mais encore une fois, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard. En tout cas, nous, c'est important qu'on ait des partenaires qui nous permettent d'aller plus vite et de mettre en place des architectures qui vont nous permettre de déployer la solution à la fois en France, mais aussi à l'international. Et AWS a cet intérêt indéniable, ils sont partout. Et donc, du coup, ça nous permet de gérer la structure avec un partenaire. Donc ça, c'est particulièrement important.
Et Nicolas, tout à l'heure, on parlait des exigences qu'avaient les utilisateurs, les clients de TILAC. Je pense que vous avez l'habitude de rencontrer ce genre d'entreprise, de medtech. Quelles autres problématiques, quels autres enjeux vous avez pu rencontrer par expérience? Oui, effectivement. Enfin, en tout cas, on a beaucoup de medtech qui utilisent AWS et j'ai le plaisir d'en accompagner plusieurs. Enfin, notamment, par exemple, Terra Panacea, qui est également que l'on accompagne conjointement avec Oraille. Il y en a d'autres comme BioSerenity, etc. Et ces medtech, elles viennent sur AWS parce que bah, déjà, ça leur permet de faire une solution sur le cloud et donc de la mettre à disposition très rapidement des utilisateurs, des professionnels de santé et de pouvoir déployer rapidement des mises à jour. Donc plutôt que d'aller dans chaque établissement de santé et d'installer la mise à jour applicative dans chacun des serveurs, là on est capable de pousser très rapidement des nouvelles fonctionnalités pour améliorer le produit et donc pour mieux pronostiquer, pour mieux traiter, etc. Après, il y a également le fait de pouvoir avoir accès à une capacité qui est virtuellement illimitée, donc de pouvoir scaler à la demande. Et ça, on voit que ça a été utile dans la période de Covid, notamment par exemple pour tout ce qui allait être téléconsultation, où là on le voit en ce moment avec la prise de rendez-vous pour la vaccination. On s'imagine que derrière, ça nécessite une forte capacité d'infrastructure. Et cette capacité, on en a besoin maintenant, mais on ne va pas forcément en avoir besoin plus tard. Donc ça permet de scaler. Après, ça permet également d'être agile, donc de pouvoir développer plus rapidement des fonctionnalités. Et en ce qui concerne la France, enfin, là on parle principalement des clients et des patients français, AWS permet d'héberger ces données en France. On a des data centers dans la région parisienne qui sont certifiés HDS, mais ça permet aussi de pouvoir de permettre à des startups comme TILAC de pouvoir très rapidement pénétrer sur d'autres marchés, notamment les US. On a la certification IPA et puis il y a d'autres, enfin, on a 25 régions dans le monde qui font qu'on va pouvoir avoir des données au plus proche des utilisateurs et d'être en conformité avec les règles applicables. Et donc tout ça aussi, de pouvoir faciliter la mise en conformité et de renforcer son niveau de sécurité parce que c'est très important de pouvoir concevoir des solutions qui soient sécurisées et de protéger les données des patients qui sont à l'intérieur. Oui, justement, on parle de solutions managées pour la sécurité, pour la conformité. Est-ce que vous avez des solutions qui sont spécifiques au secteur de la santé? On en a quelques-unes, on a quelques produits qui sont vraiment très verticalisés. Si je prends le cas aujourd'hui de Comprehend Medical qui permet d'extraire des informations médicales d'un texte non structuré, une note clinique par exemple, ou Transcribe Medical qui va transformer la voix avec la syntaxe médicale en texte. Bon, pour l'instant, ces solutions-là ne supportent pas encore le français, mais c'est important de le noter pour montrer vers quoi on va s'orienter. Mais après, plus globalement, on a un ensemble de services, on a 200 services aujourd'hui qui sont plutôt à disposition des éditeurs de logiciels, des startups ou des organismes de soins finaux pour concevoir des solutions. Et par exemple, si je prends Chime, c'est une solution de de vidéoconférence que l'on a côté AWS, et on peut très facilement intégrer ces solutions-là dans ses propres applications, notamment pour faire tout ce qui est téléconsultation. Donc plutôt que la startup passe du temps à développer quelque chose qui n'apporte pas spécialement de valeur, elle va intégrer un produit tout fait. Et ça, c'est la même chose avec des solutions d'IA. Enfin, c'est important d'utiliser l'IA aujourd'hui pour augmenter la prédictibilité des soins, pour faire en sorte d'accompagner à tout ce qui est de diagnostic clinique. Et donc, on va fournir des solutions d'IoT, des solutions d'IA pour que ces startups puissent intégrer facilement des services à forte valeur ajoutée. Et après, on fournit également plus de 200 fonctionnalités et services sécurité pour leur permettre de facilement gérer et renforcer ce niveau de sécurité, que ça aille du chiffrement, que ça aille au suivi de la plateforme, etc. Et donc ça, c'est également quelque chose qui est important pour ces entreprises, pour qu'elles puissent facilement, sans avoir des RSSI en full-time, elles n'ont pas forcément la capacité de pouvoir avoir dans l'immédiat
toutes ces compétences, donc de s'appuyer sur des services déjà éprouvés. Mais justement, sur ce sujet spécifique de la sécurité, de la conformité, Edouard, quelles sont les attentes précises de vos clients et utilisateurs? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais quels sont les types de réglementations que vous devez suivre? Quels sont les attendus en termes d'expérientiel, en termes de sécurité? Oui, alors nous, donc AudiSight est un dispositif médical de classe 1. Donc déjà, premièrement, ça nécessite une certaine réglementation. Et puis surtout, on est ISO 13485. Donc ça veut dire qu'on a été certifié par un organisme notifié où on a démontré qu'on avait un système de management de la qualité qui était conforme aux normes, et ça veut dire qu'on doit suivre certaines règles en termes de sécurité, en termes de gestion des données, tant à l'interne qu'à l'externe d'ailleurs. Et puis il y a aussi le RGPD qu'on doit suivre, qui est de toute manière, quand on est une entreprise de santé, qui est un prérequisite très important, mais on a même en général on doit faire même plus que le RGPD. Donc si vous voulez, quand le RGPD est entré en vigueur, on était déjà conforme en soi. Mais ça nécite énormément ça nécessite du coup énormément de travail avec des ressources, comme le disait Nicolas, assez limitées. Et donc le but de travailler, pour nous, travailler avec Corail et AWS, ça nous permet de ne pas penser justement à tout ce qui est installation des serveurs, installation réseau, mise à jour régulière des OS, et s'assurer la gestion des comptes des utilisateurs, et s'assurer qu'en gros, la partie infrastructure, elle est conforme, elle est gérée, et que nous, on peut se concentrer sur le produit où il y a déjà énormément de choses à faire en interne pour être conforme et suivre les réglementations en vigueur. Voilà. Et justement, au regard de toutes ces exigences de sécurité, de conformité, est-ce que passer ou faire le choix du cloud computing, ça a été une évidence, ou est-ce que ça a été une longue réflexion, justement? Non, moi je venais du jeu vidéo où on utilisait déjà le cloud computing depuis très longtemps pour gérer la scalabilité notamment et la montée en charge, parce que quand on avait des millions d'utilisateurs, il fallait qu'on ait cette flexibilité de pouvoir réallouer un nouveau serveur tout de suite sans avoir à nous-mêmes faire, sans avoir à nous-mêmes faire tout simplement toute la partie admin, la partie IT qui accompagne à la création d'un serveur. Donc nous, assez naturellement, on a décidé qu'on allait faire du cloud computing, même avant la sécurité et la conformité. Et je pense qu'en plus, avec ces enjeux de sécurité et de conformité, ça a rajouté encore une fois une couche supplémentaire qui justifiait l'utilisation du cloud computing, d'autant que nous, on est déjà à l'international avec une équipe relativement réduite, donc on voulait avoir des solutions qui allaient nous permettre de rester conformes et puis de pouvoir scaler en même temps. Et donc, le cloud computing s'est imposé à nous de manière assez naturelle. Et je pense, alors je ne vais pas parler pour Nicolas ici, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'entreprises comme nous, de notre taille. Le cloud computing est quand même la meilleure solution pour pouvoir scaler et puis rester conforme et puis se concentrer sur notre cœur de produit, bien évidemment. Ouais, c'est intéressant. Et finalement, une question pour Nicolas. Qu'est-ce qui fait que le cloud, ça peut être aussi un moyen de renforcer sa sécurité? Et comment est-ce que c'est vu comme tel aujourd'hui? Déjà, pour nous, la sécurité, c'est notre priorité parce que si on a un problème de sécurité, on va considérer que notre business il est à risque. Donc c'est important de fournir une infrastructure qui soit au plus haut niveau de sécurité. Et ça, quelles que soient les charges de travail qu'on va mettre à l'intérieur. Pour nous, c'est la même chose que vous mettez des données militaires, des données de santé, ou des photos de famille sur le cloud. Donc l'infrastructure est conçue pour répondre aux plus hauts enjeux de sécurité. Et après, il faut bien comprendre que la sécurité, c'est un partage de responsabilités entre AWS et le client ou son partenaire. Et dans ce cas-là, c'est Corail qui peut aussi accompagner le client sur ce qui lui reste à faire d'un point de vue sécurité. Donc, ce qui est à la charge d'AWS, c'est la protection des couches bases, des data centers, de la couche de virtualisation, des serveurs, etc. Et puis après, ça va dépendre du niveau de service qui est fourni par AWS. C'est-à-dire que si on utilise un service de base de données géré par AWS, nous, on va gérer beaucoup plus que si c'est un simple serveur virtuel. Et tout ça,
c'est régulièrement audité par des organismes indépendants et on est certifié ISO 27001, on est certifié HDS, on en reparlera un peu plus tard, et ça témoigne de notre niveau de sécurité. Et puis après, il reste nous on fournit une plateforme cloud. On va pas on n'est pas infogérant, et c'est le rôle notamment d'un Corail, pour faire en sorte de maintenir la sécurité d'une application dans son ensemble de bout en bout. Et pour ça, on fournit des fonctionnalités, des services sécurité, j'en ai déjà parlé avant, que les clients vont pouvoir utiliser pour sécuriser tout ça. Et puis après, il y a également la protection des données qui est importante, en-delà de la partie sécurité, mais on est conforme RGPD, on va aussi fournir des services qui vont aider nos clients à se mettre en conformité RGPD. Et puis c'est important de rappeler que quand des données sont mises sur AWS, les clients restent entièrement propriétaires, c'est eux qui vont contrôler l'accès à ces données, qui vont dire qui a le droit d'y accéder, comment, et donc tout cela, ça contribue à renforcer le niveau de sécurité des applications qu'on va mettre sur le cloud. Et justement, on parlait du modèle de responsabilité partagée avec le client, avec les partenaires. Wikilab, comment vous avez abordé le sujet de la certification pour l'hébergement de données de santé, par exemple? Tu es en mute, Edouard. J'avais décidé de donner une petite touche de 2020 en 2021, bref. Excusez-moi. La question, nous, on ne s'est pas trop posé la question, est-ce qu'on va certifier HDS ou pas, assez vite. On s'est dit, il y a des gens qui font ça très, très bien. Ce n'est pas notre cœur de métier. Il y a des gens qui ont la certification. Et en l'occurrence, c'était très important qu'on travaille avec des partenaires qui avaient ces certifications. Et nous, on a donc décidé de faire la structure avec AWS et en infogérance avec Corail pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on ne gère pas, nous, on n'est pas certifié HDS et on n'a pas vocation à l'être. On veut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est juste que c'est une question d'optimisation du temps et des ressources. C'est toujours la même chose. Quand on est une startup, on doit exécuter relativement rapidement. Et j'ai toujours cœur à dire que même si c'est quelque chose qu'on serait potentiellement capable de faire, notre temps et notre énergie doit être véritablement focalisée sur des choses sur lesquelles on a beaucoup plus de valeur ajoutée que des entreprises comme AWS et Corail qui sont spécialisées sur ces sujets-là. Et de toute manière, on fera les choses globalement moins bien que vous, ou en tout cas moins rapidement que vous. Donc voilà, notre approche, elle a été comment on fait pour gagner du temps et comment on fait pour être conforme de la meilleure des manières. Voilà. Déjà, ça a été assez pragmatique en fonction des ressources. On avait trois développeurs online donc qui s'occupent du back-end et qui s'occupent de la gestion des données et puis de toute la partie dashboard pour le médecin. Très vite, on s'est rendu compte que ça allait être compliqué si on rentrait si on faisait nous-mêmes ces choses-là. Très bien. Et je pense aussi que peut-être nos auditeurs ils se posent cette question, c'est AWS, finalement, vous êtes certifié, donc comment ça se fait qu'il y a besoin d'un partenaire pour assurer cette certification? Il se la pose même dans le chat, en tout cas. Donc, effectivement, nous, on a été certifié HDS début 2019 et à l'époque, on était certifié sur 5 des 6 activités et pas sur l'activité numéro 5. Donc, à savoir qu'on est certifié sur plusieurs régions qui sont un ensemble de data centers et notamment en Europe, il y a la région Paris, la région Irlande et la région Francfort. Et ensuite, il faut utiliser l'un des services qui sont certifiés ISO 27001 parce que c'est un prérequis pour être HDS et la majeure partie des services aujourd'hui chez nous sont certifiés ISO 27001. On a rajouté, il n'y a pas très longtemps, on a pris le parti de rajouter l'activité 5 à notre périmètre de certification, notamment pour tout ce qui est services délivrés en mode SaaS, donc Chime, Workdocs, etc., pour faire en sorte que les clients restent conformes s'ils décident d'utiliser ces services en direct. Après, la certification, elle est quand même ambiguë. Il y a une clarification qui est attendue depuis un moment, depuis qu'il y a la consultation qui a été faite, la concertation qui a été faite l'année dernière. Il n'y a pas encore eu une mise à jour du référentiel. Mais en tout cas, en fonction des services AWS qu'on utilise, très souvent, ce n'est pas AWS qui va être responsable
de la cohérence, du maintien en conditions de sécurité de l'application dans son ensemble. Donc, si vous utilisez uniquement EC2, c'est le client ou son partenaire là, qui va être responsable du patching de l'OS, de la bonne vérification éventuellement des vulnérabilités de l'application avant de la mise en production, etc. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, nous, on pense, par rapport à la certification telle qu'elle est aujourd'hui, que AWS ne suffit pas. La certification HDS AWS ne suffit pas dans beaucoup de cas. Et c'est pour ça qu'on a soit des clients qui s'orientent vers Corail, par exemple, pour l'infogérance HDS, et qui décident de s'appuyer sur un service qui est entièrement géré. On en a d'autres qui vont se certifier eux-mêmes. C'est un process qui est quand même assez long, un peu plus coûteux aussi, en tout cas en termes de coût initial, mais après qui donne peut-être plus de souplesse à l'avenir qu'on a des très très gros volumes. Mais en tout cas, ISO 27001, c'est déjà un gros morceau parce que c'est pas uniquement des exigences techniques. Il faut mettre en place un système de management de la sécurité et faire en sorte de pouvoir l'auditer et le maintenir régulièrement. Donc c'est pour ça que il y a toujours besoin d'avoir soit de se certifier, soit de passer par un partenaire comme Corail. Très bien. Justement, c'est intéressant d'aborder cette complétude de la certification AWS avec la certification, par exemple, de Corail qui est sur les 6 niveaux. Edouard, est-ce que vous pouvez un peu témoigner de cette relation, on va dire, tripartite? Oui, je ne vais faire que corroborer ce que disait Nicolas, mais c'est très juste. Nous, on ne voulait pas faire la certification HDS parce que, encore une fois, c'était une question de ressources. Je pense que quand on a les serveurs, EC2, il reste de nombreux stages derrière qui restent à notre charge, comme l'installation des serveurs, l'installation réseau, la mise à jour des OS, la gestion des comptes des utilisateurs, le traçage de tous les accès. Ça demande quand même un suivi permanent et si on n'a pas d'admin système dédié à ça, c'est quand même compliqué. Et en plus de ça, je pense que sur de la veille tech et puis la proposition de services spécifiques, Corail est aussi particulièrement intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec vous, on utilise des services spécifiques AWS comme DocumentDB, les Elastic Load Balancer et bientôt les Autoscaling Group. Et typiquement, encore une fois, ça nous permet d'utiliser au mieux les services proposés par AWS. Quand on n'a pas les ressources, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ce que disait Nicolas, les deux sont possibles, mais dans notre cas, on a privilégié, encore une fois, la vélocité en faisant un partenariat tripartite et en ayant le support effectivement de Corail pour profiter au mieux de l'infrastructure et des services AWS. Ouais, je vais compléter juste sur cette partie certification. Donc, en effet, nous, on a un partenaire, par exemple, qui est certifié sur les 6 niveaux. Où on vient compléter, selon les services, la certification AWS et on est garant finalement de cette cohérence de la certification. Mais il y a aussi un sujet autour de, dès la conception, bien mettre en œuvre toutes les composantes qui font que c'est conforme à la disponibilité, à l'intégrité, à la confidentialité, traçabilité de la plateforme. Donc, il y a le côté management, mais il y a aussi le côté, dès la conception, de comment garantir cette cohérence de la certification. Et derrière, oui, l'infogérance, et puis aussi le fait d'avoir des personnes qui soient sachantes, expertes sur le management de solutions AWS. Il faut des personnes qui soient certifiées, il faut une connaissance des services pour pouvoir conseiller et opérer au quotidien. Et d'ailleurs, il y a quelques questions sur le chat, plus par rapport à l'infrastructure que vous avez en place côté TILAC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Edouard, sur les services que vous utilisez aujourd'hui, que vous avez l'intention d'utiliser? Ouais, c'est ce que je disais. Nous, on utilise DocumentDB pour la base de données. On utilise les Elastic Load Balancer et on va bientôt utiliser les Autoscaling Group. On a déjà l'infra, mais on n'a pas encore utilisé le service. Voilà. Alors après, je vais être très honnête avec vous. Je suis directeur général et je suis pas l'online dev. Si vous avez des questions, je peux vous mettre en relation avec mon directeur technique online. Et je suis sûr que Nicolas aussi pourra répondre. Mais en gros, c'est ces services-là qu'aujourd'hui on utilise. Et je pense que le plus important, la prochaine grosse étape, ça va être les Autoscaling Group avec Corail, justement.
Et d'ailleurs, question pour Marine, enfin en tout cas, comment est-ce que Corail facilite ou encourage l'utilisation de services avancés? Enfin, comment vous arrivez à réconcilier la partie self-service ou du moins toute la diversité des services qu'on a côté AWS et le fait de pouvoir l'opérer et de le proposer en HDS? Oui, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie conception, c'est déjà comment proposer une solution la plus performante possible. Et pour ça, on va se baser sur des services avancés AWS. Ça permet vraiment de travailler sur une solution clé en main qui est bien gérée et économiquement aussi qui est intéressante. Donc, dès la conception, on va essayer au plus possible, aussi selon les contraintes réglementaires, de se baser sur ces services avancés. Et ensuite, il y a aussi une démarche d'optimisation continue. AWS, il sort peut-être 3000 nouveaux services par an, c'est toujours des innovations. C'est comment s'informer sur ces nouveaux services, regarder quels sont les besoins, les ambitions de notre partenaire et se dire, ça peut être intéressant de mettre en place ce service, ça va être plus performant, ça va être intéressant économiquement, et donc d'être dans cette démarche d'optimisation continue de plateforme à partir de ces services avancés. Sur ça, justement, on parle d'optimisation continue, de comment avancer. Comment vous voyez la suite? Quelles sont vos perspectives d'évolution? Écoutez, nous, c'est bien évidemment une montée en charge à la fois nationale mais aussi internationale. Et je pense que c'est là que c'est important puisqu'on vient de lancer aux États-Unis, j'en parlais. Et comme le disait Nicolas aussi, AWS est HIPAA compliant, donc ça c'est particulièrement intéressant. On est sur le point de lancer aussi en Espagne et en Belgique, et puis bientôt, on l'espère, en Allemagne. Donc toujours dans cette logique d'optimisation et puis de scalabilité, on prépare une infrastructure qui va nous permettre à chaque fois d'avoir les données au plus près de nos patients. Ça c'est très important. Parce que c'est ça la règle principale quand même en termes de données de privé. Les données les plus protégées possibles et puis surtout une stabilité la plus importante. C'est là que le cloud computing est quand même particulièrement pertinent à mon sens. C'est que en termes de gestion, ça nous permet quand même en termes de pas forcément de gestion, mais de gestion des incidents, notamment le cloud computing est particulièrement intéressant. Et quand on fait un dispositif médical, c'est hyper important de réagir extrêmement vite quand il y a, par exemple, un service qui fonctionne plus, de pouvoir switcher d'un service à un autre. Et ça, toute cette flexibilité-là et cette scalabilité est particulièrement intéressante. Et c'est vraiment nos perspectives. Nos perspectives sur les mois et années à venir, c'est cette internationalisation et cette montée en charge. Donc voilà. Très bien. Et fort de cette expérience, de ces problématiques, ou toutes ces, on va dire ça des problématiques, mais de ces réalités que vous avez rencontrées, est-ce que vous avez un conseil à partager, à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent justement se lancer dans ce projet? Oui, alors nous, on avait fait l'erreur je pense au début, on avait quand même fait l'erreur un petit peu de penser notre infrastructure de manière un peu trop franco-française. Et derrière, on a dû faire des migrations. Et les migrations, c'est long. C'est particulièrement compliqué, surtout quand on n'est pas nombreux. Donc, dès le début, pensez à la scalabilité. Pensez à être avec des partenaires qui vont vous permettre de déployer. On sait aussi que déployer une solution MedTech en France, c'est particulier. Le go-to-market, il est relativement lent. C'est un marché qui est très réglementé. Souvent, les MedTech françaises, d'ailleurs, leur premier marché, c'est où ils font des ventes, c'est pas forcément le marché français, ça va être le marché allemand, ça va être le marché US. Donc, même si vous êtes au début de votre aventure, pensez déjà à quoi va ressembler votre infrastructure dans le futur et trouver les partenaires qui vont vous permettre cette scalabilité et cette internationalisation qui est extrêmement importante. Donc voilà, je pense que c'est vraiment du temps de gagner, énormément de temps de gagner, de travailler avec les bons partenaires. Voilà. Très bien. Et Nicolas, est-ce que vous avez aussi un conseil à partager à nos auditeurs? J'irai dans le même sens qu'Edouard. Je pense que le cloud est une vraie opportunité
faire en sorte d'innover dans le secteur de la santé. Et on l'a vu avec les quelques exemples. Et je pense qu'il faut savoir se concentrer sur l'essentiel. Donc on dit qu'en utilisant AWS, c'est se concentrer sur l'essentiel, de ne pas gérer de serveurs, etc. Mais il faut aussi savoir se concentrer sur l'essentiel, sur des choses qui ne sont pas à très forte valeur ajoutée aujourd'hui. Enfin, le fait d'être certifié HDS, c'est plus un prérequis. Ça peut être un différenciateur dans un marché qui est encore un peu balbutiant d'un point de vue HDS, mais il faut savoir se dire, bon, je fais confiance à des experts du secteur, et c'est toujours une décision, enfin, qu'on appelle chez nous, c'est du two-way doors, c'est-à-dire que je vais pouvoir rapidement prendre une décision qui, dans tous les cas, me permettra à l'avenir de pouvoir changer de modèle opérationnel si je veux, par exemple, me certifier HDS parce que j'ai plus d'intérêt à être certifié HDS que de passer par un infogérant. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant au début de se faire accompagner à la fois pour cette certification, mais également pour cette montée en compétences, parce qu'AWS, c'est quand même un environnement qui est assez riche, qui peut être complexe à prendre en main au début, et là aussi, de passer plus de temps à comprendre comment développer une application sur AWS que comment monter en place toute une infrastructure et de la sécuriser. Oui, je vais compléter aussi sur la question qu'on se pose depuis le début, qui est comment combiner tous ces sujets de performance économique, technique, réglementaire et au service d'une amélioration du soin ou de prise en charge des patients. C'est comment, dès le départ, concevoir de manière la plus astucieuse possible, comment se baser sur les composants déjà développés, clés en main, des services avancés qui finalement vous permettent de vous concentrer vous sur votre métier qui permet d'améliorer la prise en charge. Et derrière ces composants, ils permettent déjà d'assurer une certaine qualité, une certaine performance technique. Ils sont aussi là pour optimiser économiquement votre plateforme parce que vous incrémentez, vous intégrez différents composants qui sont déjà géré par AWS, donc il n'y a pas tout à reconstruire, il y a vraiment quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Et puis, c'est s'appuyer aussi, se délester aussi du fait d'être garant de la certification, où c'est un autre métier et il faut soit passer le cap de la certification, soit à un moment aussi se dire qu'on n'a pas forcément ni les compétences, ni le temps, ni les moyens de gérer ça, et donc s'appuyer sur des sachants du métier. Donc, c'est ça aussi que je dirais en conclusion comme conseil. Et puis, je pense que maintenant, je pense qu'on a fait à peu près le tour et qu'on peut passer aux différentes questions et réponses. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le chat, surtout d'ailleurs pour AWS. Donc, est-ce qu'on les prend pour… Oui. Vas-y, Nicolas. Je réponds aux questions. En tout cas, je pense qu'on peut clôturer la partie présentation. On peut passer aux questions. Sur la partie Privacy Shield et Cloud Act, je pense que c'est deux sujets qui sont un peu différents. La partie Privacy Shield, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu une invalidation du Privacy Shield qui consistait à dire que stocker des données aux US était du même niveau de sécurité que les stocker en Europe. Et donc, c'est pour ça que l'Europe a dit il faut… On autorise à pouvoir stocker des données aux US à condition d'avoir des mesures complémentaires. Donc, ce qu'il faut savoir côté AWS, c'est quand vous mettez des données dans une région, donc par exemple la région Paris, la région France, il n'y a aucune raison, les données restent dans cette région et ne sont pas bougées, que ce soit pour des raisons de maintenance, pour des raisons opérationnelles, etc. Donc, le fait d'avoir des données aux US, c'est soit une volonté de votre part, au moment où vous concevez votre application, soit ça peut être le cas en cas de demande d'information de la part d'une entité gouvernementale. Et donc ça, c'est plutôt la partie effectivement Cloud Act. En ce qui concerne ces demandes d'information de la part d'entités gouvernementales, on a toujours dit qu'on challengeait les demandes qui nous étaient faites. Et puis on est quand même assez transparent, notamment vis-à-vis du Cloud Act, on en reparlera, sur ces demandes qui nous ont faites, le nombre, etc. Donc on les challenge pour faire en sorte qu'elles soient conformes à la réglementation, qu'elles ne soient pas en contradiction avec des lois locales. On va aussi faire en sorte de s'assurer qu'elles soient suffisamment précises
Et puis, on a une armée d'avocats qui connaissent très bien le sujet et qui sont capables de réagir à ce genre de demande. On a, pour l'instant, jusqu'à présent, on était plutôt, on va dire, sur des bonnes intentions. Donc, on disait, voilà, c'est ce qu'on fait. Mais maintenant, on a fait en sorte de modifier notre contrat. Et donc, il y a de nouvelles clauses qui s'appliquent à tous les clients d'AWS qui disent que là, maintenant, ce ne sont plus que des bonnes intentions, c'est contractuel et on fait en sorte de s'engager. Et il y a aussi une contrepartie, entre guillemets, sur d'éventuelles transmissions de données. Mais ça, c'est on a modifié des bonnes intentions en du contractuel. Donc ça, c'est plutôt pour la partie Privacy Shield. La partie Cloud Act, donc déjà, il faut savoir que Cloud, c'est pas Cloud au sens Cloud AWS et tous les clouds entre guillemets américains. C'est un acronyme qui veut dire Clarifying Lawful Overseas Use of Data. Et c'est quelque chose qui a été mis en place pour clarifier la façon dont une entité gouvernementale américaine peut demander des données dans le cas d'un crime aggravé. Donc, ce n'est pas n'importe quelle donnée. Enfin, on ne peut pas dire je veux les données de santé sur telle personne. Et donc, ça clarifie la façon dont les données peuvent être demandées pour faire en sorte d'accélérer les process. Parce qu'avant, il y avait quelque chose qui existait. Ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait avant, mais le process n'était pas suffisamment clair. Et donc là, on dit bien que ces données doivent passer devant un juge, que le juge doit valider ça, doit valider le scope, etc. Et de la même manière, nous, on va faire en sorte de les challenger, mais ça ne concerne que des crimes aggravés. Après, on a une page sur laquelle on va lister toutes les demandes d'informations qui nous sont faites, enfin le nombre en tout cas, et les demandes auxquelles on a répondu, soit en transmettant que des métadatas, donc ça peut être des adresses IP, des horaires de connexion, etc., soit du contenu en lui-même. Et donc, on a ces statistiques qui sont publiées tous les semestres. Vous pourrez voir que il y a très peu, au final, de données qui sont demandées. Il y en a encore moins qui sont transmises. Sur le dernier semestre, je crois qu'il n'y a aucune donnée qui a été transmise typiquement au gouvernement, enfin qui a été transmise à une entité gouvernementale américaine provenant des régions autres qu'aux US. Donc ça montre bien aussi que c'est quand même un sujet qui est extrêmement rare. Et puis il faut savoir aussi que si quelqu'un veut aller récupérer des informations sur si les États-Unis veulent faire appliquer le Cloud Act, ils peuvent aussi passer par des organismes tiers indépendants, par exemple des éditeurs de modalités, qui sont également soumis au Cloud Act parce qu'ils sont soit américains, soit ils ont des activités aux US. Donc voilà, c'est un risque à gérer. Et puis après, on fournit effectivement un certain nombre de services pour chiffrer des données, pour pouvoir aussi avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur son infrastructure AWS. J'espère avoir répondu à la question. C'est une réponse assez longue, mais c'est un sujet assez compliqué. Oui, en plus, elle a été posée plusieurs fois, la question, donc c'est important de clarifier. Sur les questions, je pense que vous pouvez y aller, hein, s'il y a des questions. Je pense qu'on a fait tout. Ouais, moi j'avais répondu à Yann Alid qui me demandait si Tilak n'était pas certifié HDS. Effectivement, j'en ai parlé pendant le webinaire, on n'est pas certifié HDS et j'ai exposé la raison du pourquoi, encore une fois. Et après, il y a les questions de coût, mais ça, c'est des obligations contractuelles qui m'empêcheront de divulguer les termes des contrats concernant la répartition des coûts entre Corail et AWS. Je veux pas en tout cas dire des choses à moins que Marine et Nicolas de votre côté ça vous pose pas de problème. Moi, j'ai aucun problème pour donner d'être transparent, mais je voulais juste être sûr avec vous c'était possible de divulguer cette information. Mon point de vue en tant qu'AWS, c'est de dire plus on va être capable d'avoir des architectures avancées, avec de l'autoscaling group, avec des services managés, avec des bases de données managées, Edouard parlait de documents de DB, etc. Donc tout ça, ça fait en sorte que la consommation AWS va peut-être être un peu plus élevée parce que c'est des services managés, mais on va gagner en termes d'infogérance, en termes de flexibilité. Et tout ça, c'est d'échanger au moment où on fait le build, où on définit la plateforme, pour avoir
plus de flexibilité et pour faire en sorte aussi, en gros, de réduire les coûts d'infogérance, parce que les actions qui sont automatisées à très grande échelle côté AWS, bah, c'est des actions qui ne seront pas à faire par un infogérant, et je pense qu'au final, tout le monde peut être satisfait de se concentrer sur ce qui est différenciant et de ne pas passer du temps à gérer des bases de données Postgre et de savoir comment les rendre hautement tolérantes. Tout à fait en phase avec ce que vient d'expliquer Nicolas. Plus on travaille sur les services avancés AWS, plus notre accompagnement se repose sur le management AWS, et donc plus la répartition s'amenuise côté Corail, tout en conservant le côté réglementaire. Sur la dernière question qui vient être posée, la liste des services managés qu'on peut utiliser sans Corail et ceux avec Corail, je vous invite, j'avais enregistré un webinar avec 2 auditeurs, vous pouvez le retrouver sur YouTube, je pense, si vous tapez AWS HDS, qui expliquait un peu plus en détail ce que c'était que ISO 27001, ce que c'était que les exigences spécifiques à HDS, et ça vous permettra peut-être aussi de comprendre qu'est-ce qui est demandé en termes d'exigences et comment un acteur infogérant assume la responsabilité de ce qu'il va faire tourner pour le compte de ses clients. Et je pense que aujourd'hui, il n'y a que les services SaaS à proprement dit qu'on va pouvoir utiliser en direct. De la même nature qu'il y a d'autres cloud providers, Office 365, on va l'utiliser en direct et Microsoft est certifié sur l'activité 5. Donc, c'est ce genre de choses aujourd'hui qui font qu'on va pouvoir utiliser un service en direct. Après, quand on doit faire en sorte de déployer et de maintenir une application de manière sécurisée dans son ensemble, il y a des choses qu'AWS ne fait pas. AWS, on fournit une plateforme et c'est à vous de concevoir des solutions dessus, mais on ne va pas garantir que l'application dans son ensemble est sécurisée, parce que nous, on ne voit que les briques individuellement que vous allez assembler, on n'a pas la vision d'ensemble. Et c'est ça qui est important aussi pour faire en sorte d'assurer la protection des données, c'est de s'assurer, par exemple, que quand vous allez faire une règle dans un security group, qu'on n'expose pas des données involontairement sur Internet, mais nous, on va pouvoir émettre quelques alertes. On ne va pas être garant d'une mauvaise configuration de ce que vous allez mettre sur des services que vous pourriez exposer depuis AWS, alors que là, Corail est garant et accountable, comme on dit, dans ce cas-là. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Donc le webinaire sera disponible en replay, donc vous pourrez retrouver le lien. On vous l'adressera. Et puis, merci beaucoup de votre écoute. Et on espère vous avoir éclairé justement sur ces différents enjeux et de savoir comment combiner justement performance économique, réglementaire, technique pour améliorer la vie des patients. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à Corail pour l'organisation. Merci Corail. Merci. Merci.